La contre-offensive ukrainienne, l'un des moments principaux de la guerre la plus importante depuis des années, est en cours. Immédiatement après la destruction du barrage sur le Dniepr, les forces armées ukrainiennes ont entamé des actions offensives dans plusieurs directions. Malgré le blocus de l'information imposé par Kiev, essayons d'analyser les premiers événements de cette campagne tant attendue. Sur carte. Le rapport a été créé le lundi 2 juin à 13 h et présente les événements survenus jusqu'à cette date. Région de Kharkiv. La situation de la région de Kharkiv n'a pas changé. Des sources russes et ukrainiennes ont confirmé que les combats se poursuivaient près de Masyutivka, mais que les Russes n'avaient pas réussi à gagner du terrain dans la région pour une nouvelle semaine consécutive. En outre, quelques escarmouches ont également été signalées près de Ryanikivka et de Gromalny, mais sans aucun résultat. Une source russe a déclaré que des unités russes avaient réussi à capturer des positions fortifiées ukrainiennes près de Novomalinsk et à traverser la rivière Oskil. Cette information n'a toutefois pas été vérifiée. À la fin de la semaine, une source ukrainienne a affirmé que les Russes avaient retiré les unités Storm Z de la région de Masyutivka. Si cette information est confirmée, la probabilité d'une nouvelle percée dans la région diminuera. Région de Lugansk. La semaine dernière n'a apporté aucun changement dans cette région. Nous estimons que la priorité accordée à cette zone sera réduite au détriment des opérations menées près de Bakhmut, Vuhledar et dans d'autres directions dans les régions de Donetsk et Zaporizhia. Les attaques russes près de Terny, Torske et Nevske ont été repoussées. Mais en même temps, le rythme et l'intensité des attaques de Moscou dans ces zones semblent avoir ralenti la semaine dernière. Toutes les attaques russes sur Bilorivka ont également été repoussées. Région de Donetsk. En commençant par la partie nord de la région, il n'y a eu aucun développement dans les environs de Spirne, Vekonokamanianske et Vimka. Bien qu'il y ait eu une activité offensive près de Spirne, où les Russes ont tenté d'attaquer les positions ukrainiennes. Les Russes ont maintenu une certaine pression sur les Ukrainiens près de Vesele et ont lancé plusieurs assauts infructueux dans cette région. Selon les rapports, les Ukrainiens ont réussi à attaquer près d'Orichovo-Vassilivka et à occuper les collines près de la route M03. La source a déclaré que les unités ukrainiennes ont essayé d'atteindre Paraskovivka pour attaquer Bakhmut depuis le nord. Ce qui est clair et confirmé, c'est que les Ukrainiens ont poursuivi leurs attaques sur les lignes russes près de Berchivka et Dubovo-Vassilivka. Mais leur progression de la zone n'est pas claire. Prigojine, chef du PMC Wagner, a confirmé qu'une partie de la localité de Berchivka avait été perdue et que les troupes russes s'étaient retirées de leur position. Quant à Bakhmut, la situation est stable. Les forces de Wagner se sont retirées et ont été remplacées par des formations régulières de l'armée russe et peut-être par des troupes Storm Z. Plus important encore, aucune attaque n'a été lancée de Bakhmut vers Chassivyar et cette situation ne devrait pas changer dans les semaines à venir. Les Ukrainiens affirment toujours occuper une petite partie de la ville dans le sud-ouest de Bakhmut, ce qui signifie que les Russes n'occupent pas entièrement la ville. Les Ukrainiens étaient clairement actifs au sud de Bakhmut, où les combats se sont poursuivis près du canal Siversy-Donetsk-Donbass et près des collines dominantes au nord de Klishivka. Plus tôt dans la semaine, le vice-ministre de la Défense Anna Maliar a déclaré qu'en dépit de la résistance russe et des tentatives de maintien de leurs lignes et positions, les unités ukrainiennes avaient progressé dans plusieurs directions au cours des combats. Dans les régions d'Orikovo-Vassilivka, Parasovivka a progressé de 200 à 1600 mètres, tandis que dans la direction d'Ivanivske, Klishivka a progressé de 100 à 700 mètres. Les Russes ont également signalé que les Ukrainiens avaient contre-attaqué à Marinka. Les Ukrainiens continuent également d'attaquer les positions russes près de Vuhledar. Les forces de l'UAF ont traversé la rivière Shantaka et sont entrées dans Novodonetsk, d'où elles ont probablement été repoussées par la suite. La zone reste un no man's land à l'heure où nous écrivons ces lignes. Une autre source russe a déclaré que les forces de Kiev ont repris leurs attaques contre les positions russes près de Vremivka et ont attaqué dans deux directions, près de Novodarivka et de Rivnopil. Ce rapport a été produit en coopération avec le centre analytique de Rohan Consulting, cité entre autres par le Wall Street Journal et le New York Times. Depuis le début de la guerre en Ukraine, Rohan publie un rapport de guerre quotidien appelé Ukraine Conflict Monitor, qui présente une analyse approfondie et unique du champ de bataille. Vous pouvez acheter l'accès à Ukraine Conflict Monitor via le lien dans la description. Région du sud de l'Ukraine.
Dans la nuit du 6 au 7 juin, les forces armées ukrainiennes ont lancé des attaques de sondage à grande échelle sur les positions russes au sud d'Orichy, dans la région de Zaporijia. Ces attaques s'ajoutent aux opérations en cours au sud des localités de Velika Novosilika, Vuhledar et Bakhmut. Sur l'axe Vuhledar, les Ukrainiens ont attaqué Pavlivka et Milkiske, mais il est peu probable qu'ils aient réalisé des progrès significatifs dans ce secteur. La situation est différente sur l'axe Velika-Novosilka, où les Ukrainiens ont déployé plusieurs brigades. Cela leur a permis de réaliser quelques gains territoriaux. Ils se sont emparés de Novodeneske, mais celle-ci a été reprise à la suite d'une contre-attaque russe. Néanmoins, l'engagement de brigades supplémentaires a permis de déplacer la ligne de front vers le sud. Il a été confirmé que les Ukrainiens avaient libéré Neskouchne, Novodarivka, Storozheve et Blahodadne. La vice-ministre ukrainienne de la Défense, Anna Maliar, a confirmé que Makarivka avait également été libérée, ce qui a également été confirmé visuellement par la suite. M. Rohan estime que les Ukrainiens disposent actuellement de 7 brigades sur cet axe, mais que celles-ci n'ont pas été totalement engagées. La plupart des actions cinétiques ont eu lieu le long de la ligne Novodeneske-Neskouchne-Levadne. Bien que de violents combats se soient également déroulés de Lobkove à Malatokmashka. En outre, les Russes ont renforcé le village de Staromilinivka. Dans cette direction également, les Ukrainiens ont noté la présence de troupes de Storm Z. La question est de savoir si Moscou a décidé d'employer d'anciens détenus pour fatiguer les Ukrainiens avant d'engager des réserves opérationnelles plus précieuses, ou si les unités Storm Z rassemblées à la hâte sont leurs seules réserves. Dans un premier temps, les Ukrainiens ont percé les lignes de défense russes, mais de nombreux gains ont été rapidement anéantis par les contre-attaques russes. Ce fut également le cas près de Malatokmashka, où les Ukrainiens ont initialement perdu 8 VFI Bradley et un char Léopard 2A6. Les Ukrainiens ont toutefois remporté quelques succès le long de la route T0408, reliant Novodanilivka à Robotine, avançant de quelques 5 km vers cette dernière. Toujours près du village de Robotine, les Ukrainiens ont détruit un système de lance-flammes lourds russe TOS-1. C'est probablement dans cette zone que l'hélicoptère d'attaque russe K-52 a attaqué la colonne blindée ukrainienne. Samedi, les Ukrainiens ont publié une vidéo montrant une attaque contre une colonne russe dans la région de Zaporijia. La colonne en question faisait partie d'une force transférée de Kherson à Zaporijia suite à la destruction d'un barrage sur le Dniepr. Deuxièmement, les images ont été prises par un drone Fly-Eye de fabrication polonaise opérant à plus de 60 km de la ligne de front, soit à 30 km du territoire ukrainien sur la rive nord du Dniepr. Cela signifie que l'Ukraine tente d'isoler le champ de bataille dans la région de Zaporijia, du moins en ce qui concerne d'éventuels renforts en provenance de la région de Kherson ou le déploiement de réserves opérationnelles. Des sources pro-ukrainiennes ont également rapporté que des guérillos ukrainiens avaient détruit un pont ferroviaire à Yakimivka ainsi qu'en Crimée, limitant ainsi la capacité des Russes à envoyer des renforts dans la région de Zaporijia. Ces deux attaques n'ont toutefois pas été confirmées. La destruction du barrage de Kachovka oblige la Russie et l'Ukraine à se déplacer vers l'intérieur de leurs zones respectives et, au moins temporairement, oblige l'Ukraine à abandonner ses opérations, y compris les raids des forces spéciales sur les îles du delta du Dniepr. Les perspectives d'un débarquement des Ukrainiens de l'autre côté du fleuve sont actuellement inexistantes. Rohan, analysant l'effet de l'anéantissement du barrage de Kharkovka, conclut que le potentiel des unités ukrainiennes déployées dans cette région ne permettait pas une opération de traversée du fleuve. Par conséquent, l'objectif probable des Ukrainiens était d'engager et d'immobiliser les troupes russes dans la région de Kherson. Pour ce faire, les Ukrainiens ont mené des opérations spéciales, des frappes aériennes, des opérations de reconnaissance et des frappes d'artillerie. La destruction du barrage limite la manœuvrabilité de toutes les forces en direction de Kherson et rend la zone inutilisable pour les opérations militaires, probablement pendant 4 à 8 semaines. Par conséquent, Moscou n'a plus besoin de maintenir dans la région le niveau de présence militaire antérieur, qui visait à empêcher les unités ukrainiennes de traverser le Dniepr. Ce fait correspond au redéploiement des troupes en direction de Zaporijia, qui était ciblé par l'artillerie ukrainienne. Tous les gains ukrainiens sur les îles du delta du Dniepr ont été anéantis en raison des inondations. L'administration ukrainienne de la région de Kherson indiquait que 32% des inondations ont touché la rive droite du fleuve, contrôlée par l'Ukraine, tandis que 68% se sont concentrés sur la rive gauche, contrôlée par la Russie. Cette semaine,
Jusqu'à ce que les débuts du Dniepr se stabilisent, nous assisterons probablement à des échanges d'artillerie et à des attaques ukrainiennes en profondeur sur les cibles en Crimée et au nord de la péninsule. Une fois le niveau du fleuve stabilisé, nous nous attendrons à ce que les Russes reprennent leurs attaques d'artillerie régulières sur les zones civiles ukrainiennes situées au nord du fleuve. Région de Biélorussie. La semaine dernière n'a apporté aucun changement dans la position des forces armées biélorusses. De nombreuses unités ont tenu des cours de mobilisation. La Biélorussie a également déployé son système S-400 près de Minsk. Le déploiement d'ogives nucléaires est prévu pour les 7 et 8 juillet. Pour conclure, quelques phrases de synthèse. Avant le début de la phase principale de la contre-offensive, le président Zelensky a déclaré que l'Ukraine était prête. Il a toutefois souligné la pénurie d'avions de combat occidentaux et le fait que de nombreux soldats ukrainiens perdraient ainsi leur vie. Comme nous l'avons indiqué dans le dernier épisode, la contre-offensive avait déjà commencé il y a quelques semaines. Elle comprenait les attaques du corps des volontaires russes dans la région de Belgorod ou les contre-attaques sur les flancs de Bakhmut auprès de Vuhledar, qui avaient le caractère de mise en forme de la bataille. Leur but est le même, créer la confusion au sein du commandement russe et l'obliger à se poser la question de savoir quelle direction opérationnelle soutenir davantage, d'autant plus que des informations font état d'une contre-offensive imminente dans la région de Zaporijia. L'ouverture de nouveaux axes d'attaque dans la région de Zaporijia a créé une nouvelle série de dilemmes. Les Ukrainiens attaquent selon 3 axes principaux: Orikhiv, Velika Novosilka et Vuhledar. Cela représente un front de plus de 150 km, mais en réalité, compte tenu de la localisation des attaques, le front s'étend environ sur 80 km, le plus long se situant près d'Orikhiv. Mais c'est près de Velika Novosilka que les Ukrainiens ont remporté le plus de succès, perçant la ligne de front russe et libérant plusieurs villages. Néanmoins, nous ne savons toujours pas quel est l'axe principal. L'axe d'Orikhiv vise clairement Tokmak et ensuite probablement Melitopol, ce qui est le moyen le plus rapide de rompre le pont terrestre vers la Crimée. Conscients de l'importance de cette région, les Russes ont lourdement fortifié les approches de Tokmak et érigé au moins 3 lignes de défense au nord de la ville. Les fortifications au sud de Velika Novosilka semblent moins complexes, alors qu'ici, l'objectif est vraisemblablement Mariupol. Dans le même temps, l'itinéraire vers Mariupol est le plus long et expose le flanc gauche ukrainien aux contre-attaques russes au sud de Donetsk. Par conséquent, l'axe Vuhledar est important pour les Ukrainiens, car il permet à Kiev de maintenir la pression sur les Russes près de la ville de Donetsk et d'immobiliser leurs forces, rendant tout regroupement impossible. Rohan estime, comme il admet lui-même peut-être à tort, que l'Ukraine ne sera pas en mesure de se concentrer sur 2 axes de manière égale. Par conséquent, un axe sera principal et 2 secondaires. Les Ukrainiens ont subi des pertes au cours des 4 premiers jours. Selon Oryx, les attaques initiales ont coûté à Kiev 17 VFI M2A2 Bradley, un Léopard 2A4 et 3 2A6, 2 véhicules de combat AMX-10 RC et 3 véhicules lourds de déminage Léopard 2R. Ces pertes représentent respectivement 15%, 2%, 14%, 5% et 5% des types de véhicules occidentaux livrés à l'Ukraine. La perte de Bradleys et de véhicules anti-mines en si grand nombre à un stade aussi précoce de la contre-offensive est particulièrement inquiétante. D'un autre côté, Oryx estime que sur les 17 Bradleys perdus, seuls 5 ont été détruits, les autres ayant été endommagés et abandonnés. Ces véhicules pourraient être récupérés. Il en va de même pour les Léopard 2R. De plus, mardi, l'administration américaine a déclaré que Washington couvrirait la perte des Bradley par les Ukrainiens. L'ensemble des stocks américains de VFI Bradley est d'environ 4000. Les risques sont élevés. L'Ukraine, ne disposant pas de la supériorité aérienne dans la région, ses capacités de défense aérienne à courte portée semblent également inadéquates. La semaine dernière, les Russes ont diffusé une vidéo montrant un hélicoptère K-52 attaquant une colonne ukrainienne de Bradleys à l'aide d'un missile anti-char Vickers 1. L'Ukraine doit donc rapprocher ses moyens de défense aérienne à courte portée, tels que le système OSA, du front, afin de suivre l'avancée des forces et de détecter et d'attaquer les cibles russes volant à basse altitude et à faible vitesse. Ainsi,
les commentaires de Zelensky sur l'absence de supériorité aérienne et les pertes élevées qui en résultent se sont en partie vérifiées. Jusqu'à présent, les opérations ukrainiennes ont été relativement limitées. Les attaques près d'Orikhiv sont menées par au moins 3 brigades, dont une nouvellement formée avec du matériel occidental, tandis que l'axe Velika-Novosilka en compte 7. Kiev dispose donc de réserves suffisantes pour engager la bataille et maintenir l'élan. La poussée principale n'a probablement pas encore commencé. Cela dit, depuis le lundi 12 juin, la contre-offensive ukrainienne est en cours et a rencontré un succès mesuré. Comme indiqué dans les analyses précédentes, nous nous attendons à ce que cette attaque ressemble davantage à l'offensive d'été à Kherson qu'à ce qui s'est passé dans la région de Kharkiv. Il s'agira probablement d'une campagne prolongée qui durera des semaines, voire des mois. Les unités ukrainiennes se trouvent à environ 8 ou 10 km des premières lignes de fortification russes sur les axes d'Orikhiv et Velika-Novosilka. C'est dans ces zones que les Ukrainiens risquent de rencontrer une forte résistance. Nous analyserons ces développements avec Rohan dans les prochains épisodes de la série Sur carte.